Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette deuxième conférence de cette série sur les cités littéraires. La dernière fois, Nicolas Grimal a très bien situé la question, n'est-ce pas? Ces cités littéraires sont-elles plus imaginaires que réelles? Franz Grenet va aujourd'hui répondre d'une façon que vous pouvez peut-être déjà deviner. Peu de personnes seraient plus capables que lui de nous parler de Samarcande. Vous savez que c'est d'abord professeur au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est le grand spécialiste de l'Asie centrale anti-islamique, directeur des fouilles, justement des fouilles franco-ouzbèques à Samarcande pendant des années. Il a aussi été l'un des commissaires d'une exposition dont vous êtes peut-être nombreux à avoir apprécié la beauté sur l'Ouzbékistan au Louvre, l'Afghanistan l'an dernier au musée Guimet, et surtout, ce que je voulais vous dire et qu'il ne vous dirait pas parce qu'il est trop modeste, il est citoyen d'honneur de Samarcande. Donc il est tout à fait habilité à nous en parler. Bonjour. Ce soir, certains d'entre vous le savent sans doute, commence le Nowrouz, le nouvel an iranien qui est en fait l'héritier du nouvel an zoroastrien. Il est célébré en Iran, il est célébré aussi en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Alors en ce jour, mes vœux personnels accompagnent les nombreux amis que j'ai dans ces pays. Et en ce qui concerne l'Iran, en tant que pays, eh bien, nous savons tous ce qu'il faut lui souhaiter. Je commence par un conte. Un matin, le calife d'une grande ville vit accourir son premier vizir dans un état de vive agitation. Il demanda les raisons de cette apparente inquiétude. Et le vizir lui dit « Je t'en supplie, laisse-moi quitter la ville aujourd'hui même. » Pourquoi? Ce matin, en traversant la place pour venir au palais, je me suis senti heurté à l'épaule. Je me retournai et vis la mort, qui me regardait fixement. La mort? Oui, la mort. Je l'ai bien reconnue, toute drapée de noir avec une écharpe rouge. Elle est ici, et elle me regardait pour me faire peur. Car elle me cherche, j'en suis sûr. Laisse-moi quitter la ville à l'instant même, je prendrai mon meilleur cheval, et je peux arriver ce soir à Samarcande. Le calife, qui avait de l'affection pour son vizir, le laissa partir. L'homme revint à sa demeure, sella le premier de ses chevaux et franchit au galop une des portes de la ville en direction de Samarcande. Un moment plus tard, le calife, qu'une pensée secrète tourmentait, décida de se déguiser comme il le faisait quelquefois et de sortir de son palais. Tout seul, il se rendit sur la grande place. Il chercha la mort des yeux, et il l'aperçut. Il la reconnut. Le vizir ne s'était aucunement trompé. Il s'agissait bien de la mort, haute et maigre, de noir habillée, le visage à demi dissimulé sous une écharpe de coton rouge. Le calife se dirigea vers la mort. Celle-ci le reconnut immédiatement, malgré son déguisement, et s'inclina en signe de respect. « J'ai une question à te poser, lui dit le calife à voix basse. Je t'écoute. Mon premier vizir est un homme encore jeune, en pleine santé, efficace et probablement honnête. Pourquoi ce matin, alors qu'il venait au palais, l'as-tu heurté et effrayé? Pourquoi l'as-tu regardé d'un air menaçant ?» La mort parut légèrement surprise et répondit au calife « Je ne voulais pas l'effrayer, je ne l'ai pas regardé d'un air menaçant. Simplement, quand nous nous sommes heurtés par hasard dans la foule et que je l'ai reconnu, je n'ai pas pu cacher mon étonnement qu'il a dû prendre pour une menace. »« Pourquoi cet étonnement ?» demanda le calife. « Parce que, répondit la mort, je ne m'attendais pas à le voir ici. J'ai rendez-vous avec lui ce soir à Samarcande. » Telle est dans la belle version de Jean-Claude Carrière, l'histoire souvent contée sous le titre « Ce soir à Samarcande ». C'est sans doute aujourd'hui sur Samarcande l'attestation littéraire qui vient en premier à l'esprit. La source est dans deux poèmes persans du XIIIe siècle, l'un par Faridoun Attar, l'autre par Jalal-ed-Din Rumi. Oui, mais voilà. Chez l'un comme chez l'autre, ce n'est pas à Samarcande que l'histoire s'achève, mais quelque part en Inde. C'est sans doute le dramaturge Jacques Deval qui, en 1950, dans la pièce ainsi intitulée, a le premier remplacé l'Inde par Samarcande.
Abandonnant la fausse piste ce soir à Samarcande, nous nous précipitons sur les 1001 nuits. Et là, à première vue, nous ne sommes pas déçus. Samarcande apparaît dès le chapitre introductif, comme la ville où le prince Shahzaman, qu'il a obtenu en apanage, découvre par hasard son infortune conjugale, avant d'aller rejoindre son frère, le roi Shahrior, à qui il met la puce à l'oreille sur ce qui se trame aussi dans son harem. D'où sortira l'exécution de chaque nouvelle épouse au matin des noces, le cycle fatal que rompra Scheherazade. Oui, certes, mais sitôt introduite dans le récit, Samarcande en disparaît complètement. Ce n'est en fait qu'un nom, on dirait aujourd'hui un produit d'appel. Un autre nom qui vient vite à l'esprit est celui d'Omar Khayyam. De fait, son supposé séjour astrologique et amoureux à Samarcande a fourni l'un des thèmes du roman Samarcande d'Amin Malouf. La réalité est plus sobre. Le véritable Khayyam était certes à Samarcande en 1070, quand il a dédié au cadi local son fameux traité d'algèbre, épisode d'ailleurs raconté dans le roman. Mais c'est ailleurs qu'il a travaillé comme astrologue. La première attestation éphémère d'un observatoire à Samarcande, d'ailleurs dirigé par un Chinois, date d'un siècle et demi plus tard. Nulle part Samarcande n'apparaît dans les poèmes d'Omar Khayyam. Dans nos habitudes de lecteurs occidentaux, la dernière branche à laquelle nous pensons nous raccrocher est Marco Polo. Il consacre à Samarcande un long chapitre où il la qualifie de très noble et grandissime cité, où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits qu'homme peut souhaiter. Oui, mais il n'y a jamais mis les pieds. Il est passé plus au sud, sur le territoire de l'actuel Afghanistan. Peut-être son père et son oncle, qui avaient séjourné 1 an à Boukhara lors de leur premier voyage, y étaient-ils allés. Mais il semble en fait que Marco a dû tout son savoir sur Samarcande à Marsargis, gouverneur chrétien d'une ville chinoise qui en était originaire. Le miracle qu'il raconte sur l'église de Saint-Jean-Baptiste, qui avait sa coupole soutenue par un seul pilier dont la base en pierre avait été confisquée par les musulmans, après quoi le pilier se mit à tenir tout seul, ce miracle était déjà raconté à propos de Bagdad. Donc, Samarcande prête nom, voire usurpatrice de récits racontés ailleurs. Le dessinateur Hugo Pratt s'en était bien rendu compte et il a poussé l'ironie à son comble dans son album des aventures de Corto Maltese, La Maison dorée de Samarcande. Titre qui est un clin d'œil au poème The Golden Road to Samarcande par James Flecker, un émule anglais des Parnassiens. On s'attend à y voir la ville, mais on ne la voit jamais. La Maison dorée de Samarcande n'étant ici qu'une affreuse prison perdue dans les montagnes plus au sud. Le nom de Samarcande sert en fait de prétexte au récit d'une chasse au trésor enfouie d'Alexandre, avec pour toile de fond la folle équipée militaire d'Enver Pacha en 1922. Parvenu à ce point, on pourrait être tenté d'arrêter ici l'évocation de Samarcande comme cité littéraire, mais ce serait une approche réductrice. Il est vrai que Samarcande a peu inspiré la littérature de fiction, mais il est vrai aussi qu'elle a suscité des descriptions souvent enthousiastes à diverses étapes de sa longue histoire. Les historiens d'Alexandre en parlent déjà, à vrai dire uniquement du point de vue militaire qui les intéresse. Le pèlerin chinois Xuanzang y séjourne en 630 et assiste aux luttes entre zoroastriens et bouddhistes. Le chroniqueur Zhu Weini a laissé un récit précis du siège par Gengis Khan. Un siècle plus tard, le Marocain Ibn Battuta enregistre les ruines de sa splendeur passée et le début de sa renaissance sur un site voisin. Je m'arrêterai ici sur 4 témoins dont les descriptions, reflétant toutes des impressions très vives, scandent les destins changeants de cette ville mouvante entre toutes. Le géographe arabe Imre Kal, l'ambassadeur castillan Claviro, le souverain éphémère Babur, enfin, l'Américain Eugene Schuyler, le premier et incontestablement le meilleur des témoins des lendemains de la conquête russe. Imre Kal, originaire de Haute-Mésopotamie, a séjourné à Samarcande vers le milieu du Xe siècle, durant la période entre toutes prospère de la dynastie samanide. Je cite une toute petite partie de sa description. Le souk de Samarcande est le plus magnifique des pays de Dieu, où les arbres sont les plus beaux et où poussent à l'envi des fruits excellents. Le chef-lieu en est Samarcande, situé au bord du fleuve, sur une élévation. L'agglomération
se compose d'une citadelle, d'une cité murée et d'un faubourg. Du haut de la citadelle où je suis monté, on jouit du plus beau spectacle imaginable, tel qu'un amateur peut en rêver. Des arbres verdoyants, des châteaux resplendissants, des ruisseaux aux cours rapides et des cultures brillantes. Il n'y a pas d'espace dont l'œil soit rassasié, pas de jardin dont la beauté ne fasse plaisir à voir. Les cyprès y ont été taillés de façon à former les figures les plus curieuses. Des animaux comme des éléphants, des chameaux, des bœufs, des bêtes sauvages, affrontés les uns aux autres comme pour un dialogue. Quel coup d'œil, quel gouffre pour les fortunes, quel spectacle propre à subjuguer les cœurs des humains. Ajoutons les cours d'eau rapides, les étangs pleins d'une eau qui frissonne continuellement, d'exquis lieux de repos, des pavillons et des belvédères, d'une construction splendide et bien alignée. Ce sont des demeures magnifiques, de superbes salons de réunion qui témoignent de la hauteur de vue de princes illustres. Il y en a des pages et des pages. Quand il redescend de son exaltation sur son belvédère, Imre Kral détaille les activités artisanales, les bazars, les produits importés, notamment les esclaves, et surtout la complexité du réseau des canaux avec une précision digne d'un administrateur du cadastre. La qualité des fruits est louée de manière générale, mais d'autres auteurs se sont épanchés sur les plus fameux. D'une part, les pêches d'or de Samarcande, qui pour les écrivains de la cour des Tang résumaient à elles seules la fascination de la ville, et qu'on tenta en vain d'acclimater dans le jardin impérial. D'autre part, les melons, forcément les meilleurs du monde, dont nous parlent d'autres voyageurs. Voici la table des seigneurs de Penjikent, avant la conquête arabe, garnie de pêches et de melons. Et voici 9 siècles plus tard, le délassement d'Abdullah II, le dernier grand successeur de Tamerlan à Samarcande et à Boukhara. Le lyrisme de Imre Kral s'arrête au seuil des bâtiments. Il n'en décrit aucun, ne s'arrête jamais sur leur décor. Nous sommes à vrai dire assez démunis pour nous représenter ce qu'était la parure monumentale de Samarcande à cette époque, hormis les décors de stuc intérieur qui nous sont parvenus, de riches demeures privées et qui ont permis de belles reconstitutions graphiques. En ce qui concerne la vie culturelle, Imre Kral ne nous dit rien, sinon que les habitants sont d'une piété exemplaire et qu'ils portent très haut les valeurs islamiques de générosité et de prodigalité, au point de se ruiner à force d'établir des maisons d'hôtes et des fontaines publiques. Il signale aussi aux environs une importante présence d'anachorètes chrétiens. Lorsque Ruy González de Claviro, ambassadeur du roi de Castille auprès de Tamerlan, séjourne à Samarcande en 1404, la ville a changé de site. Le plateau d'Afrasiyab, qui depuis l'époque achéménide avait porté la première cité fortifiée, a été déserté après l'invasion mongole et la ville est en train de se restructurer au sud, plus bas, dans l'ancien faubourg marchand. Par rapport à la description de Imre Kral, on retrouve le thème de la cité masquée par la luxuriance de sa végétation. Il y a une telle abondance de jardins et de vignes autour de la ville que lorsqu'un voyageur arrive en vue de celle-ci, il ne voit qu'une montagne d'arbres très hauts, avec la ville assise au milieu. Cependant, un nouveau thème s'introduit, celui de la ville en perpétuelle reconstruction. La nouvelle Samarcande est un immense chantier que le vieux Tamerlan, rassemblant ses dernières forces, supervise en personne. Il se fait porter en litière à la mosquée Bibi Khanoum, qu'il veut être la plus grande du monde. Il jette des morceaux de viande aux ouvriers qui s'activent jour et nuit dans la fosse de construction d'un des piliers du portail d'entrée, car il a engagé une course de vitesse avec ses courtisans qui supervisent l'autre pilier. À lire Claviro, on ne s'étonne pas que le monument ait commencé à se lézarder sitôt après la mort du conquérant. Claviro mentionne ça et là les décors de faïence, qui sans doute lui rappellent les azulejos de Séville. Mais l'homme de cour qu'il est se montre surtout intéressé par les pierres précieuses qu'arborent ses interlocuteurs et qui l'hypnotisent littéralement. En fait, la ville apparaît assez peu dans son récit, car toute la vie officielle se déroule en dehors, dans des parcs et jardins semés de pavillons et d'immenses tentes. L'unique occupation est la ripaille et la beuverie collective. On n'entend jamais parler ni de poésie, ni de musique. Le dernier descendant de Tamerlan à avoir régné sur Samarcande est Babur,
qu'il l'a occupé à plusieurs reprises autour de l'an 1500. Dans ses mémoires, rédigées en turc, il donne une description complète, la première qui énumère systématiquement les monuments individuels. La ceinture de jardin a gardé la même importance que sous Tamerlan, même si certains sont déjà à l'abandon. Un thème supplémentaire apparaît, la cité du savoir. Babur parle de l'observatoire, bâti 80 ans plus tôt par Ulugh-Beg, et qu'il décrit comme étant encore en activité, avec les 3 étages de sa bibliothèque. Ceci contredit l'affirmation, souvent répétée, selon laquelle il aurait été fermé par les fanatiques musulmans sitôt après l'assassinat de son fondateur, même si les plus grands savants partirent alors, notamment à Istanbul. Il semble qu'en fait l'observatoire ne se soit ruiné que dans le courant du XVIe siècle. En 1908, l'archéologue local Viatkin redécouvrit la fosse du Sextant. Un autre lieu de science mentionné par Babur est la madrasa de ce même Ulugh-Beg sur la place du Réguistan. J'en viens maintenant à l'ouvrage d'Eugène Scheuler, Turkestan, compte rendu d'un voyage accompli en 1873, 5 ans seulement après la conquête russe de Samarcande, alors qu'il était secrétaire de l'ambassade américaine à Saint-Pétersbourg. C'est un texte riche, attachant, trop méconnu car quelque peu éclipsé par le livre de Lord Curzon, Russia and Central Asia, paru 15 ans plus tard. L'un et l'autre étaient des gros calibres. Curzon devint vice-roi des Indes. Scheuler, après une brillante carrière de diplomate, serait sans doute devenu Secretary of State s'il n'était mort prématurément. Curzon livre un rapport économique et politique peu pénétré de lyrisme, destiné à éclairer l'opinion anglaise sur la réalité, mais aussi sur les limites de la menace russe vers l'Inde. Les riches annexes de son texte sont des statistiques. Scheuler est beaucoup plus personnel, tout en s'intéressant davantage à l'histoire et aux monuments. Ces annexes sont une anthologie, la première en son genre, de toutes les sources occidentales et chinoises alors disponibles sur Samarcande. Dans son enthousiasme, il semble renouer avec Imre Kal, qu'on en juge. Il n'y a pas d'endroit en Asie centrale dont le nom a autant impressionné l'imagination de l'Europe que Samarcande. Entouré d'un halo romantique, visité à de rares intervalles, préservant ses traditions de magnificence tout en restant mystérieusement impénétrable, elle a depuis longtemps piqué la curiosité du monde. Et à un autre endroit, parlant d'un de ses hôtes, je dois tant à son aimable hospitalité, à sa conversation éclairée et à celle de ses amis, que je regarde Samarcande avec un sentiment de plaisir tout particulier et que je la considère comme un des endroits du monde où je serais heureux de revenir à tout moment, sous n'importe quel prétexte. Comme à l'époque de la visite de Claviro, la ville est de nouveau livrée à de grands bouleversements urbanistiques. Les Russes percent des boulevards plantés, occupent la citadelle et son palais, qu'ils détruiront un peu plus tard, et commencent à attribuer aux rares colons des lots à construire sur ce qui deviendra la ville russe, tirée au cordeau à l'ouest de la ville timouride. Afrasiab ici, Afrasiab, la ville pré-mongole, la ville de Tamerlan et la ville russe, mais bien géométrique. La ville soviétique s'est développée au sud et à l'ouest depuis. Les Russes n'ont pas encore eu le temps de s'intéresser aux monuments et d'en assurer la préservation, ce qu'ils commenceront à faire plus tard. En même temps, il faut bien admettre que Scheuler a des limites. Traducteur réputé de Tolstoï et de Tourgueniev, il connaissait d'ailleurs personnellement Tolstoï, il n'a du persan et du turc qu'une connaissance rudimentaire. Et de ce fait, il dépend d'un formateur russe. L'hôte anonyme qui lui a été si précieux est un russe, sans doute un marchand, qui certes met à sa disposition des vieux lettrés pour l'accompagner dans ses visites des monuments et déchiffrer les inscriptions. Le seul quartier d'habitation qu'il a visité en détail est le quartier juif. Comme plus tard Curzon, il porte sur les effets de la conquête russe un bilan globalement positif.
tout en regrettant le manque de confiance accordé à des administrateurs issus des musulmans de l'Oural, qui sont de bons intermédiaires avec la population. De la vie culturelle locale, il n'a rien vu, sinon à la madrasa de Khoja Ahrar, un spectacle de derviches qu'il juge comme étant du charlatanisme vénal. Quelle impression d'ensemble retenir de ces 4 témoignages? Invariablement, Samarcande attire tous les superlatifs, tout en restant curieusement insaisissable. Au plan physique, elle semble se dérober derrière sa végétation de pays de cocagne, tandis que sa topographie et sa parure monumentale changent constamment au gré des catastrophes politiques ou des caprices du maître du moment. D'un témoin à l'autre, ce n'est jamais la même ville. Sur la vie intellectuelle, littéraire, spirituelle, nous n'apprenons rien, sauf par Babur qui parle de l'observatoire. Lui seul aurait pu approfondir les choses si ses séjours n'avaient été si brefs et constamment sur la défensive. Les autres voyageurs n'avaient pas le bagage pour cela. Même Himroukal, qui à l'instar des autres voyageurs arabes de son temps, est, comme l'écrivait André Miquel, un musulman moyen, sans grande culture littéraire. Et tous étant des hommes, ils n'ont pas eu accès à l'univers féminin, mis à part Claviro, qui au moins était invité à boire par les dames mongoles plutôt délurées de la famille de Tamerlan. Faut-il alors supposer que Samarcande n'a pas eu une vie littéraire aussi brillante que Boukhara et Hérat, ou que cette vie s'est précocement étiolée? Pour redresser cette erreur, nous devons délaisser les témoins extérieurs et nous tourner vers des sources locales. Très informatives à cet égard sont les 2 Taskera de Motgrebi de Samarcande, qui sont à la fois des recueils biographiques des poètes locaux et des anthologies de leurs œuvres. Motgrebi, que notre collègue Maria Choupeux a contribué à tirer de l'oubli, a composé ses traités au début du XVIIe siècle, au moment du règne d'Abdullah II, que nous avons vu tout à l'heure couper un melon. Sa notoriété était grande, et il termina sa vie à la cour du grand moghol Jahangir, l'arrière-petit-fils de Babur, toujours curieux des nouveautés poétiques du pays de ses ancêtres. Motgrebi cite de nombreux poètes de Samarcande que nous n'aurions pas conservés sans lui. Il parle des majles, ces assemblées de cours où les poètes font apprécier leur création. Il s'intéresse non seulement aux lettrés professionnels, mais aussi aux poètes autodidactes du bazar, dont il moque la maladresse, mais qui sans lui nous serait resté totalement inconnu. L'activité locale de copie de recueils poétiques s'est poursuivie tardivement. Il est probable que Samarcande a conservé ses pratiques aussi longtemps qu'elle a accueilli régulièrement une cour, c'est-à-dire jusqu'au début du XVIIIe siècle, voire plus discrètement dans les demeures privées des notables jusqu'à la conquête russe, qui a entraîné un repli des anciennes élites vers Boukhara. Aujourd'hui, le goût pour la poésie n'est pas mort. Loin s'en faut. Et je renvoie à l'excellent recueil intitulé « Anthologie de la poésie d'Ouzbékistan » paru à Paris en 2008. Il existe enfin une strate encore plus profonde de l'identité samarcandienne. Ce sont les légendes à caractère eschatologique dont on repère le fil sur une très longue durée de temps, un fil souterrain au sens le plus littéral du terme. Le premier témoignage se trouve dans le traité géographico-légendaire « Les chefs-lieux de l'Iran », composé en langue pélévi à l'époque sassanide et parvenu dans une rédaction d'époque abbasside. Il y est écrit que le Sourd, c'est-à-dire la Sogdiane de l'Antiquité, et plus précisément le pays de Samarcande, avait jadis 7 demeures princières, chacune fondée par un roi de l'Iran, à commencer par Jamshid, qui tenta d'abolir la mort et la vieillesse. Mais le maudit Afrasiab, tyran surgi des régions orientales, fit de chacune des demeures un siège des démons et un temple d'idoles. Cette légende témoigne de la récupération par Samarcande d'un matériau légendaire qui remonte à l'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens de composition pré-achéménide. L'Avesta mentionne notamment la demeure souterraine de Jamshid, peuplée de créatures toujours jeunes qui repeupleront le monde après le grand hiver. Le thème s'est ensuite démultiplié dans la littérature pélévi, plusieurs rois légendaires recevant chacun son palais souterrain.
Un nom lui aussi tiré de l'Avesta est associé à ces demeures, Kangdez, la forteresse de Kang. Et l'on devine ici une des astuces qui ont conduit à la fixation du motif à Samarcande. Pendant les siècles suivant la période grecque, la région avait fait partie de la confédération nomade du Kangkyu, et après sa dissolution, le nom Kang lui était resté associé. Dans ces textes, les propriétaires royaux du début sont parfois rejoints à Kangdez par deux figures purement eschatologiques, le Sauveur, qui est un fils posthume de Zoroastre, et son général Péchotan. Je serai amené à revenir sur ces deux figures. Quant au maudit Afrasiab, son nom, ou plus exactement château d'Afrasiab, est, depuis au moins le XVIIe siècle, associé au site ancien de la ville. Les hautes falaises de Leuze qui portent l'ancien rempart sont supposées dissimuler son palais souterrain où il a accumulé ses trésors. Selon un autre texte Pélévi, cette demeure fut établie sous terre par sorcellerie. Par la lumière de la demeure, la nuit brillait comme le jour. D'elle s'écoulaient 4 rivières, l'une d'eau, l'autre de vin, l'une de lait, l'une de yaourt aigre. À l'intérieur, la station du Soleil et la station de la Lune étaient arrangées dans leur mouvement. La hauteur de la demeure était de 1000 hommes de taille moyenne. Curieux retournement démoniaque de plusieurs thèmes que nous allons retrouver dans les autres versions de la légende souterraine. Les radiations des profondeurs, la boisson revigorante et le chemin vers le paradis, puisqu'aussi bien les 4 rivières sont l'écho parodique du jardin d'Éden. L'une de ces rivières, le Giron, en arabe le Jayhoun, est à l'époque islamique identifiée à la Moudaria. Lorsqu'en 1248, le connétable arménien Sempad, en route vers la cour mongole, traverse le Jayhoun en se dirigeant vers Samarcande, il n'omet pas de signaler cette identification comme fleuve du paradis. Et Claviro fera de même plus tard. La légende d'Afrasiab reste, et des trésors cachés restent vivantes, je peux en témoigner. Il est arrivé que sur notre chantier de fouilles, nous trouvions inscrits au couteau sur nos coupes de fouilles des inscriptions disant « Ne touche pas à l'or des Ouzbeks, nous t'égorgerons comme un mouton ». Ça m'est heureusement pas arrivé. Quant au maudit à partir du XIe siècle, un personnage supplémentaire s'est introduit dans le jeu. Koutham ibn Abbas, un cousin du prophète, supposé tué lors du premier raid arabe sur la ville. Décapité par les infidèles, il a ramassé sa tête, comme chez nous Saint-Denis, après quoi Khezr, patron des eaux souterraines, l'a caché dans un puits où a aussitôt jailli une source d'immortalité. À côté de ce puits, qui existe toujours, a été bâti le mausolée de Koutham, qui, selon la légende, n'est pas censé contenir de corps puisqu'il n'est pas mort. Quant au miracle de la tête remise en place, je me demande s'il n'aurait pas été suscité par des terres cuites pré-islamiques de Samarcande qui paraissent montrer cela. Soit elles illustrent un ancien mythe analogue, soit ce sont de simples images grotesques sur lesquelles a plus tard joué l'imagination. Le lieu où cela se passe n'est à coup sûr pas indifférent. Le mausolée de Koutham et la nécropole qui s'est développée autour de lui se situent sur le rebord sud du plateau d'Afrasiab, exactement à la charnière entre la Samarcande pré-mongole et la Samarcande timouride, près de l'endroit où entrait autrefois le canal d'alimentation de la ville. Vous voyez encore la trace du canal ici. Cette nécropole s'appelle Sharizinda, le roi vivant. Ce roi étant évidemment Koutham, qui dans son puits attend patiemment le jour de la résurrection. L'aboutissement de tout cela est la légende de Sharizinda, un texte en prose persane dont la version publiée doit remonter au XVIe siècle et qui, sous une forme un peu modifiée, restait encore récité sur place après la conquête russe. On y lit que Tamerlan, pour en avoir le cœur net, envoya au fond du puits un de ses compagnons nommé Héda, connu pour sa bravoure. À son retour, il fit un récit qu'il vaut la peine de citer longuement. Et je vous demande d'être attentifs aux détails parce que nous serons amenés à les commenter.
Un long moment, je restais assis au fond du puits, en me couvrant les yeux. Puis je me les frottais, et au bout d'une heure, je vis le fond du puits illuminé. Et dans la direction de la Mecque, je vis une grotte à l'extérieur du puits. Y étant entré, je vis un palais très beau, sur les côtés duquel étaient édifiées 4 estrades royales. À l'intérieur du palais se dressait un trône orné de pierres précieuses. Ce palais était plaqué d'or à l'extérieur comme à l'intérieur. Ses voûtes et ses portes étaient décorées de rubis, de turquoise, de grenat et de cornaline. Mais à l'intérieur, il n'y avait personne. Passant mon chemin, je vis un jardin tout orné, et dedans il y avait des raisins mûrs et des fruits de toutes couleurs. Passant encore mon chemin, j'arrivai à une place très belle où s'étendait à perte de vue quantité d'arbres de toutes couleurs et de toutes sortes, parmi lesquels des peupliers blancs, des pommiers, des grenadiers, des pieds de vigne. Il y avait de l'eau et des sources, quantité de rubis, de turquoise, de grenat et de cornaline. Je voulus cueillir de ces fruits. Mais soudain, j'entendis une voix terrifiante qui venait d'un côté de la place. « Tourne la tête et ne t'avise pas de cueillir de ces fruits, car je tirerai vengeance sur ta vie, et avec cette massue, je te mettrai la cervelle en pièces. » Je pris peur, et je me mis à regarder à droite et à gauche de la place. Je vis alors un homme à l'allure effrayante qui tenait à la main une lourde massue. De peur, je m'enfuis. Étant sorti de la place, je vis une prairie très fraîche et agréable, où paissaient quantité de chevaux sellés et bridés, au nombre de 224 000, et leur selle était en or. Au milieu de cette prairie, je vis un château orné d'or. Près de lui, je vis des palais plaqués d'or, et autour du château se tenait debout une foule de 224 000 hommes, dont certains portaient des vêtements blancs. Comme j'arrivais à cet endroit, une agitation se produisit parmi eux. Ils se disaient l'un à l'autre: « Aujourd'hui est venu au milieu de nous un homme qui n'est pas des nôtres, c'est un étranger. » Je regardai à l'intérieur du château, et j'y vis un trône tout orné. Et sur ce trône, je vis assis un homme à la belle figure, d'où émanait une lumière sans limite, de telle sorte que par la lumière de son visage béni, la prairie, la place et le jardin étaient tout éclairés. À sa droite était assis un homme âgé, lumineux, aux vêtements verts, et à sa gauche se tenait un autre homme lumineux aux vêtements blancs. Je demandai aux gens qui étaient ici: « Cet homme tout lumineux qui est assis sur le trône, qui est-il? Quel est son nom? Et les hommes qui sont autour de ce palais et de ce château, quelle sorte d'hommes sont-ils » On me répondit: « Mon garçon, sache que cet homme éminent qui est assis sur le trône est Koussam ibn Abbas, le fils de l'oncle de Sa Majesté Mohammed. Et il est Sa Majesté le roi des jeunes, le roi vivant. Celui qui est assis à sa droite, c'est Sa Majesté Khezr. Et celui qui est assis à sa gauche, c'est Sa Majesté le prophète Ilias. Et les hommes qui sont debout tout autour du palais et du château, ce sont les hommes de l'invisible, les âmes de ceux qui ont bien agi. Et au nombre de 300, et au nombre de 40, au nombre de 7, au nombre de 3, ce sont les dignitaires et les piliers de la tente de l'invisible. Ils sont venus en pèlerinage auprès de Sa Majesté le roi, puis ils s'en retournent chacun dans son pays, à droite et à gauche, à l'Orient et à l'Occident, et ils se répandent sur toute la surface de la terre. Héda est alors dénoncé par les hommes de l'invisible et amené devant le roi vivant. Je dis: « Votre Majesté le roi vivant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu vers vous dans ce puits, mais c'est mon émir Timour qui m'a envoyé. » Sa Majesté dit alors: « Va-t'en, sors de ce puits, et ne révèle pas notre secret devant ton souverain, car à l'instant tes 2 yeux deviendraient aveugles, et jusqu'à la résurrection, tes descendants seraient engendrés aveugles par leur mère. » Héda dit à Timour: « Ô Seigneur, ce que j'ai vu, c'est ce que je viens de vous raconter. » À peine eut-il prononcé ces mots que de ses yeux coulèrent 2 gouttes d'eau noire, et à l'instant ses yeux devinrent aveugles. Et par ordre de Dieu, ses enfants devinrent aussi aveugles, et aveugles ils seront jusqu'au jour de la résurrection. Allah est le plus savant. Voici assurément un texte peu banal. Certes, il comporte des éléments communs avec les récits chiites et les récits initiatiques soufis. Le puits qui se referme, le saint personnage du passé qui trône dans une grotte à la qibla d'un tombeau.
Il est probable aussi que le trône et les 4 estrades du premier palais sont ceux de Mahomet et des 4 premiers califes. Mais ici, ils sont vides. Le verger aux grappes mûres et la prairie sont empruntés au fond commun des descriptions du paradis. Mais est-ce véritablement le paradis que l'islam promet à ses fidèles? Sa situation souterraine et le climat de peur qui parcourt le récit permettent d'en douter. Toute la fin du récit, à partir de l'apparition du roi vivant, peut se lire comme une superposition de masques qui se recouvrent les uns les autres. Les textes Pélévi que j'ai mentionnés plus haut offrent une première clé pour décoder les 3 personnages trônants. Le roi vivant au visage rayonnant rappelle immédiatement l'un des maîtres de Kangdez, le sauveur, Khwarshedshir, celui qui a l'aspect du soleil, le fils posthume de Zoroastre. À ses côtés, Khezr et Ilias, qui est le prophète biblique Élie, pourraient représenter deux autres hôtes immortels de Kangdez qui assisteront le sauveur dans les combats de la fin des temps, l'ancien roi Kei-Khosro et le héros Peshotan. De ce dernier, il est dit dans le traité Pélévi du Denkart. Peshotan, fils de Vishtasp, est à Kangdez au sang fossé, et les bannières qu'elle contient sont 10 000. Ce sont celles des grands hommes vêtus de zibelines noires, ceux qui suivent la religion et sont bienheureux, ceux qui forment la suite de Peshotan. Les grands hommes de ce texte, ce sont déjà les hommes de l'invisible du puits de Shahizinda, les âmes de ceux qui ont bien agi, à ceci près que la milice de Peshotan réserve ses bannières pour le combat final, tandis que les hommes de l'invisible parcourent le monde quotidiennement. Les réminiscences possibles ne s'arrêtent pas là. Dans la conception zoroastrienne de l'au-delà, l'homme qui a l'aspect du soleil et ses 2 assesseurs évoque aussi Mitra, Dieu solaire et juge des morts, assisté de Rashn qui pèse les âmes et de Srosh qui les amène au tribunal. Du reste, en Iran, Srosh est parfois identifié explicitement à Ilias. On trouve aussi dans les versions persanes du roman d'Alexandre Khezr et Ilias assis près de la fontaine d'immortalité. Celui qui Khezr est toujours identifié par son costume vert. Voilà. Et c'est un vieillard, donc exactement comme dans le récit. À gauche, c'est Ilias, et ici, ils sont à la fontaine d'immortalité, dont la nature miraculeuse s'est révélée, parce que le cuisinier d'Alexandre y a lavé des harengs séchés, enfin des poissons séchés, qui se sont mis à frétiller. Donc on a compris que c'était la source d'immortalité. Mais ici, certes, ces 2, Khezr et Ilias, ne sont que 2, puisque dans les versions communes du roman d'Alexandre, Alexandre n'a pas eu le privilège d'accéder à la fontaine. Mais il l'a eu dans la version juive, qui circulait en Asie centrale. La voici un détail, illustré par un plat d'argent fabriqué en Bactriane au VIe siècle, que l'année dernière j'ai présenté avec Ankadan dans une communication à l'Académie. Alexandre boit à la fontaine d'immortalité, il tient une bouteille avec laquelle il va s'asperger le corps et il est circoncis. Ce que racontent les récits juifs, il s'est fait circoncire pour avoir le droit d'entrer au paradis. Alors, l'un des avatars du roi vivant au visage solaire serait-il Alexandre? Je me garderai de proposer l'hypothèse, tout en étant tenté de le faire. Du moins, peut-on signaler que des terres-cuites préislamiques de Samarcande, encore elles, attestent qu'il n'avait pas disparu des représentations populaires. Voilà. De multiples figurines faites en fait à partir d'un ou de quelques moules remontant à l'Antiquité et dans lesquelles on a reconnu depuis longtemps les traits conventionnels d'Alexandre, notamment ici les yeux levés au ciel, parfois un résidu du scalp de lion, etc. Donc Alexandre existait à Samarcande dans la religion populaire avant l'islam. D'ailleurs, la version syriaque du roman d'Alexandre et Imre Kal considère Alexandre comme le vrai fondateur de la ville. Dans Ce soir à Samarcande, Samarcande est l'antichambre de la mort.
Eh bien non. Dans la légende locale que nous avons lue, elle est l'antichambre du paradis, ou tout au moins d'un paradis initiatique dont il ne faut pas trahir les secrets. Sur place, ce n'est pas un savoir figé dans de vieux manuscrits. En 1913, le poète James Flecker en avait recueilli l'écho. White on a throne or guarded in a cave, there lies a prophet who can understand why men were born. But surely we are brave who take the golden road to Samarkand. La légende circule encore, et il semble que les moullahs chargés de l'entretien du site après l'indépendance de l'Ouzbékistan y croyaient, ou auraient voulu y croire. Ils entreprirent d'explorer le puits en le vidant de ses débris, jusqu'au moment où ils durent s'interrompre, car leurs travaux menaçaient la stabilité du mausolée. Je voudrais terminer sur un souvenir personnel. Voici une vingtaine d'années, alors qu'avec mon ami géographe, le regretté Pierre Gentel, je parcourais les prairies autour de Samarcande, nous traversâmes le canal qui se termine au pied de Shahizinda. Ce canal porte aujourd'hui un nom musulman tout à fait approprié, Abi Mashhad, la rivière du tombeau du martyr. Le martyr étant bien entendu Koutham ibn Abbas. Notre attention fut attirée par la pancarte du pont, qui indiquait un nom différent. Pouli Abi Moran, le pont de la rivière des mages. Et tout à coup nous comprîmes. Ce modeste pont avait gardé l'ancien nom du canal. Les mages, c'étaient les prêtres zoroastriens, ou plus généralement les fidèles de cette religion. En tout cas, le canal avait porté leur nom, parce que plusieurs siècles après la conquête, c'était encore eux qui l'entretenaient. Et cela, c'est une fois de plus Imre Kal qui nous l'a dit. Comment s'étonner dès lors que leur croyance se soit autant infiltrée dans la légende de Shahizinda? Pour Pierre Gentel et moi, ce fut un beau jour. Pour les archéologues aussi, l'entrée du paradis parfois est à Samarcande. Je vous remercie. Voilà. Bon, voilà, il nous reste un peu de temps pour des questions et des remarques que je suis tout prêt à entendre. Vous avez des micros à vos sièges. Alors, bien. Je pense qu'il n'y a pas de... Ah, Jean-Noël, oui. Oui, pour lancer un peu la discussion, parce que tout le monde hésite, bien sûr, après une telle conférence. Il y a ces fameux vers de Hafez. Oui. Pour son grain de beauté indien, je donnerai tout Samarcande et Boukhara. Oui, oui, oui. Ce qui montre que quand même, il y avait une grande notoriété. Oui, mais c'est encore une fois, c'est un produit d'appel. Voilà, quand on dit... Alors, il y a une double association chez Hafez avec Samarcande et Boukhara. C'est évidemment les cités prestigieuses où a repris naissance la poésie persane après la conquête islamique. Ça, c'est la première naissance du persan tel que nous le connaissons actuellement et de la poésie persane, c'est à la cour des Samanides, à Samarcande et Boukhara. Et puis, il y a aussi... l'ambiance turque de ces villes qui est de plus en plus marquée, surtout à partir du XIe siècle, quand ce sont des dynasties d'origine turque qui dominent, et il y a cette image poétique qui circule en Iran de la beauté turque. Elles sont supposées être les plus belles femmes du monde, et par ailleurs elles sont dites avoir des visages de lune. Alors, ça peut faire allusion à la rondeur du visage qu'ont parfois, effectivement, les habitants locaux, mais aussi le terme employé pour désigner ces beautés turques, notamment chez Hafez, c'est bot. Ça veut dire à la fois l'idole, mais originellement, c'est le Bouddha. Donc, ce sont des réminiscences, en fait, d'images poétiques qui remontent au bouddhisme. Voilà.
je pense que comme la légende de Koussam Ibn Abbas, l'évocation de la ville frappe de mutisme. Enfin, j'espère que vous n'aurez pas les yeux qui coulent d'une eau noire quand vous sortirez de la conférence. J'ai tout de même trahi quelques secrets. Bien. Oui, il y a une question. Bonsoir et merci, monsieur le professeur, pour cette magnifique conférence. J'aimerais peut-être orienter votre propos vers le XXe siècle et en particulier vers l'Ouzbékistan indépendant. Je pense au livre d'Olivier Roy sur la fabrique des nations. Je me demandais si à l'époque soviétique ou à l'époque post-soviétique, le mythe de Samarcande avait été instrumentalisé pour construire, pour penser une nation ouzbèque jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. C'est une question vraiment complexe parce que, bon, il est évident que les soviétiques se sont rapidement rendus compte du parti qu'ils pouvaient tirer de la valeur touristique de Samarcande, enfin, dès qu'ils ont eu les moyens, c'est-à-dire en fait dans les années 60, ils ont commencé à restaurer les monuments de manière un petit peu interventionniste, mais finalement plutôt mieux que les restaurations qui ont été faites au lendemain de l'indépendance. Donc assez rapidement, c'est devenu, ainsi que Boukhara, une destination touristique. Ceci dit, dans la construction de l'État ouzbek, soviétique, puis surtout de l'État ouzbek indépendant, Samarcande est un peu un fantôme dans le placard. Pourquoi? Parce que Samarcande est revendiqué par les Tadjiks. Le Tadjikistan considère que la frontière entre les deux républiques telle qu'elle a été découpée sous Staline est arbitraire. Bon, elle l'est, mais comme toutes les frontières de l'Asie centrale. Et en réalité, culturellement, enfin, linguistiquement, la langue locale parlée à Samarcande, comme d'ailleurs à Boukhara, mais plus encore à Samarcande, c'est du persan. Enfin, c'est un persan un petit peu spécial. C'est en déclin maintenant parce que le persan n'a pratiquement plus de place dans l'enseignement officiel. Mais donc, je dirais, oui, utilisation du patrimoine touristique, évidemment, des moyens importants consacrés à l'archéologie dès l'époque soviétique, et puis à la restauration des monuments. Mais pour l'exploitation politique, une certaine gêne. Ce qui a été exploité politiquement, c'est la figure de Tamerlan. Parce que Tamerlan a l'avantage, enfin, conventionnel, de ne pas être un Tadjik, de ne pas être un Iranien, mais d'être un Turc. Donc, il était beaucoup plus acceptable pour les Ouzbeks. Voilà, bon, c'est un grand homme d'État, un grand conquérant. Tamerlan, on a fait de Tamerlan le héros national que se cherchait l'Ouzbékistan après l'indépendance. Et du coup, évidemment, les sites associés à Tamerlan ont été particulièrement choyés, donc Samarcande, mais aussi sa ville natale, Charisabz. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous voyez, la question est complexe du point de vue de l'utilisation politique du souvenir de la ville. Voilà. Bien. Eh bien, il me reste à vous remercier.